Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vous présente les nouveautés de JSONex 2.5, qui est une version avec un petit peu moins de nouveautés que d'habitude, mais il y en a quand même. Simplement parce que je voulais vous faire un petit cadeau pour les rencontres des observateurs solaires, pour ceux qui auront la chance d'y aller, ce qui n'est pas mon cas. Euh, Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je vous explique tout ce qui est écrit là, mais en vidéo. Alors première chose, vous pouvez aller dans l'onglet Matériel, Éditeur d'équipement. Et là, il y a des petites nouveautés, deux cases en fait qui sont supplémentaires. La première, c'est préférer le nom aux métadonnées lues pour l'onglet caméra. Donc en fait, avant, si vous saisissiez ici des choses dans la caméra, quand en fait vous ouvrez votre fichier SER, ce qui se passait, c'est que s'il y avait un fichier de métadonnées à côté, ShardCap ou FireCapture, il lisait automatiquement la valeur de la caméra, du champ caméra de ce fichier-là. Et donc ça écrasait ce que vous aviez rempli. Donc si vous aviez mis, je sais pas, des personnalisations derrière, dans le nom, en fait, elles étaient perdues. Donc là, vous pouvez simplement lui dire de préférer votre nom à celui que va lire le, le fichier de métadonnées. Et donc voilà, c'est quelque chose qui m'a été rapporté comme un bug, bon, qui s'explique, mais qui peut être un peu perturbant parfois. La deuxième chose, c'est que vous aviez toujours la possibilité d'entrer vos coordonnées GPS, mais elles apparaissaient nulle part. Et donc c'était intentionnel pour des questions de sécurité. J'aime pas trop l'idée d'avoir des images qui se baladent dans la nature avec les coordonnées GPS de l'équipement. Néanmoins, si vous souhaitez le faire, maintenant il y a une petite case que vous pouvez cocher ici. Et à partir du moment où vous la cochez, quand vous allez sélectionner dans le traitement une image, et que vous générez donc l'image qui a les détails d'observation, et bien les coordonnées GPS apparaîtront sur cette image. Donc faites attention, c'est pas quelque chose que je vous recommande. Voilà, donc là c'est vraiment des détails juste techniques. Maintenant on va parler de d'amélioration de traitement. Donc là je vais lancer un traitement d'une image en H-alpha et peut-être que vous allez déjà remarquer quelque chose. Hop. Donc je trouve que l'image est meilleure dans cette version pour une raison simple. En fait, j'étais pas très content. Donc j'ai remarqué sur beaucoup d'images qui sont postées sur les réseaux sociaux et les forums, hein, beaucoup d'images avaient et ont toujours d'ailleurs sur le côté une espèce d'anneau brillant. Ça se voit pas trop encore sur les images H-alpha, mais par contre sur les images colorisées ou les images, on va dire en calcium, c'était particulièrement visible. Et donc la raison, c'est simplement qu'il y a un algorithme qui améliore le contraste, hein, des protubérances sur le tour. Et le fait de faire ça, eh bien, ça avait pour être fait de bord d'éclaircir le limbe. Donc là, j'ai vraiment travaillé à essayer de supprimer cet effet-là. Euh, je trouve que les résultats sont bien meilleurs dans cette version. Et donc là, bah, vous l'avez sur du H-alpha, mais je vais vous le montrer aussi sur du calcium, où c'était particulièrement visible. Donc sur le calcium, en fait, les images étirées étaient vraiment très lumineuses et montraient beaucoup de défauts. Parce que le calcium, hein, c'est assez difficile à traiter, hein, voilà, si on regarde la brute, c'est très sombre, le contraste est assez faible, et donc bah, l'amélioration de contraste faisait apparaître beaucoup de défauts. Bah là, dans cette version, je trouve beaucoup mieux. Alors même si mon image originale est pas terrible, hein, c'est un bon ballon de rugby, le résultat final n'est pas si mauvais que ça. On peut regarder en zoom, hein, il y a quand même du détail, hein. Euh, alors la mise au point était pas extraordinaire sur celle-ci, mais c'est pas le but. Voilà. Donc amélioration du traitement, tout simplement. Alors je vais repasser maintenant sur l'image H-alpha pour vous montrer les nouveautés en termes d'interface. Donc dans les versions précédentes de JSOLEX, hein, vous le savez peut-être, mais vous avez cet onglet Redshift, donc là qui s'affiche si vous faites un traitement complet. Et donc si on fait un traitement complet, hop, il va m'afficher l'onglet vitesse qui est ici, avec des petites lettres en disant bah, ça c'est la région A, région B. Et donc si je vais dans l'onglet Redshift, ici il me proposait de sélectionner des régions avec une certaine taille, et je pouvais lui dire créer une animation. Donc par exemple de cette petite zone B, voilà, je générais, et puis là il allait me calculer et faire une petite animation de cette région.
enfin des régions qui sont sur cette image. En fait, on m'a demandé s'il n'était pas possible de pouvoir choisir soi-même une région du Soleil pour faire ce genre d'animation. Donc là, je le laisse continuer pendant que ces explications. Et donc, bah, c'est quelque chose que j'ai implémenté dans la version 2.5. Alors, il y a quand même une différence hein, entre les deux. Hein. Ici, c'est vraiment la détection automatique. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on analyse votre fichier CR, on va regarder le spectre, et il y a certains endroits où on voit clairement des redshifts ou des décalages vers le rouge, des décalages vers le bleu qui sont très importants. Et donc, on peut calculer des vitesses comme ça. Et quand on lance la vidéo que j'ai générée, eh en fait, on voit apparaître hein, ces, ces décalages sous forme de filaments. Et donc il y avait la possibilité d'avoir les animations ou des panneaux. Et bien maintenant, donc là je vais repartir sur un traitement simple pour simplifier au niveau de l'interface, mais ça change strictement rien, vous n'êtes pas obligé de repartir à zéro, juste pour que ça soit plus clair. Donc maintenant vous avez la possibilité de choisir vous-même des régions où vous voulez faire des analyses. Donc là, je vous explique ce que je fais avec le clavier et la souris. J'appuie sur CTRL et je clique pour commencer à sélectionner une région. Je lâche CTRL et là il y a un petit menu qui s'affiche. Donc dans le menu j'ai plusieurs options. La plus simple c'est rogner. Si je fais ça, hop, il m'a généré une nouvelle image qui est simplement l'image tronquée. Voilà, on prend un rectangle, on tronque, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Donc ça c'est la première option. Deuxième option qui va plus vous intéresser, donc c'est créer une animation ou un panneau. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on va pouvoir faire plus ou moins la même chose que ce qui est fait sur les Redshift ici, sauf que là, on le fait sur une zone personnalisée, donc on ne sait pas s'il y a des choses intéressantes à aller voir dans cette région ou pas, mais ça nous permet de générer des animations ou des panneaux. Donc là, en fait, il calcule automatiquement les décalages de pixels maximum et minimum que vous pouvez utiliser de façon à avoir une animation symétrique. Et donc ces décalages sont calculés par rapport à votre fenêtrage. Hein. Donc plus vous avez un fenêtrage, donc une fenêtre de crop élevée, plus vous allez pouvoir explorer donc, le spectre. Donc là, sur cette vidéo-là, je peux aller de -20 à +20. Et donc il m'a fait le petit calcul qui correspond en angstrom, donc ça veut dire de -5 à -5. Donc là pour la vidéo, je vais réduire un peu, je vais passer à 10. Donc on va faire une animation qui va nous partir de -10 pixels à +10 pixels, ce qui correspond à un décalage de plus ou moins 1,25 angstrom. Après, on a les options qui nous permettent de dire bah, qu'est-ce que je veux générer, donc soit une animation, soit un panneau, soit les deux. Donc là, je vais tout faire. Donc là, je fais ça, et puis vous avez la possibilité de dire combien vous voulez de délai entre les images qui vont être générées. Donc là, je lance le traitement, qui va prendre un petit peu de temps, hein, parce qu'en fait, il a besoin de recalculer les images à tous les décalages de pixels entre -10 et -10, mais en plus, puisqu'on génère une animation, on les calcule avec un décalage de 0,25 angstrom entre chaque image. Donc si je vais sur ce qui m'a généré, je peux aller sur le panneau, et donc là on voit, j'ai un décalage donc, de 0,25 pixels à chaque fois, et on voit le résultat sur cette zone que j'ai sélectionnée. Et donc l'animation, elle, hop, est faite ici, et on voit ce qui se passe encore. Donc je vous remontre, hein. On va refaire sur une autre région. Donc je vais sélectionner, tiens, celle où il y avait quelque chose d'intéressant qui se passait. Donc CTRL, clic, je décale, je crée une animation, un panneau. Donc là, je vais le dire, je vais le faire de -20 à 20. Et puis je vais choisir de mettre 50 millisecondes pour que l'animation soit un petit peu plus lente, pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe entre chacune. Donc là, il calcule tous les décalages de pixels qui lui manquent hein, pour faire cette animation. Donc il manquait de -20 à -10, et puis après de 10 à 20. Donc là, il est en train de recalculer toutes les images qu'il faut. Ça prend un petit peu de temps, mais bon, c'est raisonnable hein, quand même. Hein. Et voilà, donc là j'ai mon animation qui est générée. Et on va voir ce beau filament qui est en train d'apparaître et qui se prolonge donc en positif. Voilà. Donc là, le texte que vous avez ici, en fait, n'apparaît pas hein, dans les redshifts de base. Donc c'est juste une option qui est possible d'activer quand vous avez vu tout à l'heure quand j'ai sélectionné la région. Et donc pareil le panneau. Donc là je le fais sur une région, mais j'ai rien qui m'empêche de prendre quasiment le soleil complet hein, et faire la même chose.
Et donc là, ça va me générer une image qui va être énorme hein, si je fais un panneau, mais on va le faire, hein, parce on est joueur, donc je vais repasser à 50 millisecondes. Largeur hauteur, très bien. Tiens, je vais en faire un carré, donc on va faire un 1376. Et donc là, je vais décocher annoter l'animation, et donc ça va supprimer la petite annotation qui était en jaune en bas, qui nous disait le décalage d'angstrom qui correspond à chaque image. Donc là, il est en train de régénérer toute mon animation. Ça prend un petit peu moins de temps parce qu'il avait déjà toutes les images à différents décalages de pixels en cache. Et donc là, j'ai un joli panneau qui vient d'être créé. Donc il va mettre un petit peu de temps à s'afficher parce qu'il est énorme. On va voir la taille qu'il fait, là, ça va s'afficher. Voilà. C'est une image qui fait 10 000 pixels par 10 000 pixels. Mais là, vous avez le soleil décalé. Oups là. Le soleil décalé d'un certain nombre d'angstroms. C'est assez joli, hein. Donc c'est vraiment un truc assez rigolo. Je suis assez content. Et donc l'animation, si on va la voir, hop, donc là je l'ai sur le soleil complet. Donc ça c'est quelque chose que vous pouviez faire avant, hein, mais il fallait passer par les scripts. Maintenant en fait c'est plus simple. En fait vous allez pouvoir faire ça en un clic, enfin un petit peu plus. On sélectionne, on fait sa petite région, crée un panneau, on lui dit ce qu'on veut, on génère, terminé. Euh, voilà, donc là c'était vraiment les principales nouveautés de cette version. Il y a quelques corrections de bugs, mais qui sont assez mineures. N'hésitez pas à me faire vos retours, savoir si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines versions. Merci à tous, et encore une fois, pour tous ceux qui auront la chance d'aller aux rencontres des observateurs solaires ce week-end, eh bien profitez-en bien. Merci et à bientôt.